venir être bonifié dans la mesure où les techniques avancent, les techniques continuent de se, entre guillemets, je viens de dire que ça n'existe pas à la perfection, mais les techniques continuent de se perfectionner. C'est avec plaisir que je suis certain que je ne peux pas tout dire du professeur Emmanuel Chang, mais le peu que j'ai pu retenir de mémoire, je l'ai lâché. Et j'ai le plaisir, au nom de la faculté de linguistique appliquée, au nom du GRISCA, au nom du LANCE et au nom de l'Université d'État d'Haïti, non seulement de lui dire d'être le bienvenu, mais surtout de lui céder la parole pour nous entretenir autant de temps qu'il voudra sur les 60 minutes qui viennent. Après, suivra le débat. Merci beaucoup, Renaud, pour cette très gentille présentation. Alors, c'est la deuxième fois que je fais un séminaire à l'AFLA. La première fois, c'était en 2017. Cette fois-ci, bon, hélas, c'est pas en présentiel, c'est en distanciel. Mais quelque part, je suis rassuré de ne pas avoir à monter les escaliers euh, que j'ai trouvé particulièrement dangereux. Mais, voilà. Mais donc je suis très, très heureux d'être invité aujourd'hui et je vais vous présenter le travail qu'on a pu faire collectivement et notamment avec toi, Renaud, sur le créole haïtien. Alors je dirais créole indistinctement, vous voudrez bien m'excuser de passer d'un terme à l'autre. Voilà. Donc, je suis effectivement donc, enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans au laboratoire ligérien de linguistique. Alors, je vais donner quelques éléments de contexte pour que vous compreniez un peu le décor, enfin ce qui a amené le projet que je vais vous présenter par la suite. Alors, on va parler de reconnaissance automatique de la parole. C'est un des domaines du traitement automatique des langues. L'idée, l'objectif principal, c'est de transcrire automatiquement la parole. Alors, c'est une tâche qui est très difficile. Elle est étudiée depuis au moins la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est une tâche qui mobilise beaucoup d'ingénieurs et finalement des linguistes, mais les linguistes ne se reconnaissent pas tellement dans cette tâche un peu technique. Et pendant près de 70 ans, c'était surtout des ingénieurs qui ont travaillé dans le traitement automatique de la parole, plus que les linguistes, qui se sont beaucoup attachés à travailler sur le texte. Alors pourquoi est-ce que la reconnaissance automatique de la parole, c'est une tâche difficile? C'est en raison de la forte variabilité de la parole humaine. Le professeur Renaud Gauvin est phonologue, donc il sait très très bien de quoi je vais parler. Le lien entre la phonétique et la phonologie est un lien très compliqué, très, très difficile à décrire. Et, et la voix humaine varie énormément, que l'on soit un homme, une femme, jeune ou âgé. Tout ça, ce sont des paramètres qui sont difficiles à saisir, qui rendent les données de parole très compliquées à saisir par une machine. Et puis, bien entendu, tout le monde le sait, lorsqu'on parle, on a du stress, des émotions, on parle plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement, plus ou moins fort, plus ou moins doucement. Et puis, pour compliquer encore un peu plus les choses, les conditions d'enregistrement pèsent beaucoup sur les données. Le micro, le lieu, est-ce qu'il y a de la résonance? Est-ce que, au contraire, les sons sont étouffés? Est-ce qu'il y a du bruit? Alors, je me souviens d'enregistrements qu'on avait écoutés à Port-au-Prince avec les collègues. Je me souviens d'enregistrement sur une recette de douce macos et on entendait la dame qui racontait la recette et puis beaucoup de bruit autour.
Donc, beaucoup de personnes qui passaient, le bruit des voitures, et tout ça, ça rend les enregistrements très compliqués à transcrire automatiquement. Et puis là, on rentre un peu plus sur les questions de phonologie et de phonétique. Il y a des phénomènes de coarticulation qui font que un A qui est prononcé après un L sera prononcé différemment que lorsqu'il est prononcé derrière une autre consonne, comme je ne sais pas, un M par exemple. Et donc les sons s'influencent et tout ça, ça rend la parole un objet très complexe et très difficile à saisir automatiquement. Alors, les premières approches automatiques qui concernent la reconnaissance automatique de la parole demandaient énormément de travail. Beaucoup de travail, vous le voyez à gauche de ce schéma. Il fallait avoir des données enregistrées, il fallait transcrire toutes ces données, il fallait concevoir un dictionnaire de prononciation. Toutes les personnes qui écrivent en français savent bien qu'il est très très difficile de faire le lien entre la forme graphique du français et sa prononciation. Beaucoup de variantes, beaucoup de liens complexes entre les graphèmes et les phonèmes. Et puis, pour compliquer encore les choses, il fallait rentrer beaucoup de textes pour avoir un modèle de langue qui prédise, enfin, qui contraigne les prédictions sur le décodage de la parole. Tout ça, ça demandait énormément de travail et il faut être clair, ça n'était faisable que pour les langues pour lesquelles il y avait énormément de données et pour lesquelles il y avait énormément de personnes dans les laboratoires prêtes à passer beaucoup de temps à construire toutes ces bases de connaissances. Alors, on arrivait dans les premiers temps avec des modules de reconnaissance automatique qui demandaient autour de plusieurs milliers d'heures transcrites. Alors, vous imaginez, transcrire une heure, ça demande à peu près entre 20 et 40 heures de travail sur la parole spontanée. Vous imaginez la masse de travail que cela demandait. Alors, ça excluait un grand nombre de langues et les modèles de reconnaissance automatique de la parole n'étaient pas bons, même pour le français. C'était valable à peu près pour l'anglais et encore, tout dépendait des prononciations. Pour le français, déjà beaucoup moins. Donc, voilà, on avait une situation qui était très, très compliquée et qui, franchement, moi, me décourageait franchement d'aller chercher à travailler dans ce domaine. Mais ces dernières années, avec l'arrivée de nouvelles technologies, des algorithmes qu'on dit de machine learning et de deep learning, on a eu des progrès énormes en transcription automatique. Pourquoi? Parce que ce sont de nouvelles architectures, beaucoup de puissance de calcul, ce qu'on n'avait pas auparavant. Et puis, il y a eu, durant les 2 dernières décennies, beaucoup d'efforts pour recueillir de la parole sous forme d'enregistrement et mettre cette parole à disposition. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, plus de calcul et puis plus de données, ça a permis l'essor de nouveaux systèmes. Alors, ce qui est certain, c'est que les progrès en reconnaissance automatique de la parole concernaient essentiellement la parole lue, mais pour la parole spontanée, c'était déjà beaucoup moins bon. Et puis, si vous regardez la partie qui est dans l'ovale, hein, vous voyez que pour tous les enregistrements qui concernent des réunions, c'est beaucoup plus compliqué.
Voilà. Enfin, vous imaginez, si on est enregistré, vous imaginez un peu le bruit du marteau qui rendrait le décodage automatique de la parole très compliqué. Ça illustre parfaitement ce que j'étais en train de dire. Alors, imaginez si en plus on était plusieurs à parler en même temps, avec beaucoup de bruit en plus derrière, ça rendrait la parole très très difficile à analyser par les systèmes automatiques. Alors, ces dernières années, on voit arriver des nouveaux algorithmes. Peut-être un des plus connus, c'est Wave2Vex, c'est celui qu'on a utilisé nous, mais bon, il y en a d'autres. Peut-être que vous connaissez Whisper, qui est un produit fourni par OpenAI et qui fonctionne plutôt très bien pour l'anglais, pour le français, et je dirais beaucoup moins bien pour d'autres langues, mais ça, on va le voir. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que depuis la fin des années 2010, les systèmes ont fait des progrès énormes, mais vraiment énormes. On pourrait, par exemple, et puis j'imagine que vous l'avez déjà fait, vous avez de la transcription automatique des vidéos sur YouTube, par exemple. Vous pouvez écouter un discours de quelqu'un et avoir automatiquement la transcription qui défile devant vos yeux. Tout ça, c'est possible maintenant grâce aux nouvelles architectures qui sont proposées dans ces systèmes. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer une transcription automatique? Bien entendu, si on cherche à automatiser les tâches, on cherche à avoir le meilleur système possible. Pour pouvoir évaluer tout ça, il faut quelques métriques. Alors, il y a 2 métriques que je vais vous présenter qui sont les plus courantes pour ces systèmes. Le premier, c'est le taux d'erreur caractère. Donc, il s'agit de calculer un taux d'erreur, c'est-à-dire à chaque fois que la machine se trompe, on essaie de repérer cette erreur et d'évaluer le nombre d'erreurs que peut faire la machine. Là, par exemple, on s'attendrait à ce qu'une machine transcrive bonjour. Donc ça, c'est la référence qu'on souhaite atteindre. Et puis, supposons que la machine transcrive bonjour. Donc ça, c'est l'hypothèse qui est faite par la machine. Eh bien, il y a une erreur sur cette caractère et on obtient un taux d'erreur caractère de 14%. Donc, c'est une des métriques qu'on va utiliser pour évaluer les systèmes automatiques. La deuxième métrique, c'est le taux d'erreur mots. Donc là, le calcul se fait au niveau des mots. Si par exemple, on a un enregistrement dans lequel on a « je vais à l'école », donc la référence, le but qu'on cherche à atteindre, c'est « je vais à l'école ». Et supposons que la machine propose « je vais à l'école », eh bien, dans ces cas-là, on aura un mot erroné sur 4 et on obtiendra un taux d'erreur mot de 25%. Donc, on a 2 mesures qui ne disent pas exactement la même chose, qui ne donnent pas les mêmes indices de qualité. Le taux d'erreur caractère et le taux d'erreur mot. Si je reviens au premier exemple, bonjour transcrit bonjour, dans ces cas-là, le taux d'erreur mot serait catastrophique puisqu'il y avait un mot à transcrire et ce mot n'a pas été correctement transcrit. Donc, ça serait extrêmement gênant, extrêmement pénalisant d'avoir ce calcul. Maintenant, vous vous doutez bien que lorsqu'on a bonjour à la place de bonjour, l'effort pour corriger bonjour pour obtenir bonjour, il n'est pas énorme. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs métriques pour essayer d'évaluer la qualité des systèmes. Alors, bien entendu, on aimerait bien que les systèmes transcrivent toujours bonjour et pas bonjour, mais malheureusement, les choses automatiques ne sont pas parfaites. Et comme le disait Renaud Gauvin, la perfection n'est pas de ce monde. Bon, c'est ce qu'on va voir un peu
par la suite. Donc voilà, deux mesures dont je vais parler par la suite, le taux d'erreur caractère et le taux d'erreur mot. Alors je dirais WER pour taux d'erreur mot et puis CER pour taux d'erreur caractère en faisant d'horribles anglicismes voilà, durant ma présentation. Alors, quand on regarde les systèmes qui sont proposés et dits multilingues, qui sont proposés par les grandes entreprises américaines pour la plupart, quand on cherche à transcrire des enregistrements de radio à Haïti, on tombe sur des choses un petit peu surprenantes. Voilà, donc là, vous avez un petit extrait de transcrit. C'était supposé être un extrait de paroles issues de Radio Haïti Inter. Vous voyez bien que c'est pas très satisfaisant. Hein. Il n'y a pas besoin de faire un calcul sophistiqué sur le taux d'erreur caractère et le taux d'erreur mot. Vous voyez bien qu'il y a des mots qui sont bien des mots du créole haïtien et en même temps, vous avez de la transcription en arabe et de la transcription en chinois, ce qui me semble pas la meilleure façon de transcrire le créole haïtien, il me semble. Donc ça, c'est ce qui est donné comme système multilingue. Et on a vu ça avec les collègues et on s'est dit, bon, ça n'est pas utilisable. On peut pas décemment utiliser ce système et puis proposer aux collègues une transcription qui aurait cette qualité. J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça ne vous intéresserait pas tellement d'avoir 1400 heures transcrites de cette manière. Alors, je vais vous parler du projet qu'on dit CRIM. Pendant 5 ans, on n'a pas tellement su comment dire ce projet. Est-ce que c'était CREAM? Est-ce que c'était CRIM? Finalement, on s'est dit on va prononcer CRIM, mais à la française, donc ça donne CRIM. Et voilà, bon, pourquoi pas. L'acronyme, c'est développé, c'est Documentation des langues créoles assistées par la machine. Donc, c'est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche entre 2020 et 2025, qui s'est terminé il y a un mois. C'est un projet qui rassemblait une petite équipe de linguistes, quelques personnes au laboratoire ligérien de linguistique à Orléans, donc, et puis des informaticiens qui, eux, sont au laboratoire d'informatique de Grenoble, rassemblés autour du professeur Benjamin Lecouteux, avec qui j'ai la joie de travailler dans ce projet. L'idée, c'est d'utiliser les dernières techniques de machine learning pour faire un effort, pour documenter mieux, pour mettre à disposition des données sur les langues créoles. Alors là, je parlerai du haïtien, mais on a fait des travaux aussi sur le guadeloupéen. On fait des travaux sur les créoles portugais d'Afrique, notamment le criole de Guinée-Bissau. Et puis, on a travaillé aussi avec Tom Klingler sur le louisianais, qui est un créole à base lexicale française. Et puis, on a travaillé aussi avec les collègues de l'île Maurice sur le mauricien. Donc voilà, là, je vous présenterai une petite partie donc, qui va concerner le créole haïtien. Et à chaque fois qu'on travaille sur ces langues, eh bien, on va chercher l'aide de spécialistes. Et pour le créole haïtien, on a demandé au professeur Renaud Gauvin de nous aider dans nos travaux, de nous guider. Et ça nous a été bénéfique dans ce travail. Alors, peut-être que la particularité du créole haïtien, c'est qu'il y a beaucoup de données pour ce créole, ce qui n'est pas le cas pour le guadeloupéen. Et puis, alors, si on va sur les créoles portugais, c'est encore moins le cas. Mais pour le créole haïtien, on a beaucoup de données accessibles. Et puis, il y a des systèmes de transcription automatique
qui date de plusieurs dizaines d'années. Ça a été fait aux États-Unis et bon, c'était des systèmes alors qui sont, je crois, assez peu accessibles au grand public, mais ça a permis de constituer des bases de données qu'on a cherché à réutiliser. Donc on partait pas de rien et on part de beaucoup plus de données que ce dont on dispose, par exemple pour le mauricien ou pour les créoles portugais d'Afrique. Alors on a utilisé les données qu'on a trouvées, qui existent et qui sont disponibles, notamment, alors je vais citer les corpus qu'on a utilisés parce que c'est toujours important de citer ceux qui ont fait l'effort de recueillir des données et puis ensuite de les mettre à disposition de la communauté scientifique parce que c'est un gros travail et puis c'est très important de valoriser ce travail. Donc il y a bien entendu l'Atlas linguistique d'Haïti,